Le jeune homme de 18 ans était assis face à l'enquêteur, les mains posées à plat sur la table, le dos droit, la voix sans le moindre tremblement. La caméra de la salle d'interrogatoire enregistrait chacun de ses mouvements, et il n'y en avait presque aucun. À la question code 0, il a répondu sans pause, sans la moindre hésitation. Code 1. L'enquêteur a précisé. Avec une arme? Oui. Plusieurs coups? Oui. Elle avait 13 ans? Oui. Et à chaque question, un seul mot, sans remords, sans bravade, sur le ton neutre d'une personne qui raconte quelque chose d'étranger, de lointain, sans aucun rapport avec elle. Le procès-verbal se remplissait rapidement. Le suspect ne contestait aucun point, ne demandait pas d'avocat, ne réclamait pas de pause, ne pleurait pas. Il était orienté dans le temps et dans l'espace. Les aveux ont été obtenus dans les premières heures, et c'est un détail important parce qu'en général, à ce stade, l'affaire prend de la vitesse. Il y a des aveux, il y a l'arme, il y a le lieu. Tout ce qu'il faut pour avancer sans délai. Mais cet interrogatoire s'est retrouvé bloqué sur une seule question, que l'enquêteur a posée 3 fois, à chaque fois dans une formulation différente, avec une autre intonation en ménageant des pauses. La réponse ne changeait pas. La question était simple. Pourquoi l'homme qui venait de confirmer calmement chaque fait, chaque détail, chaque geste qu'il avait commis, s'est arrêté et n'a pas trouvé de réponse. C'est précisément le cœur de toute cette histoire. Il n'a pas dit « quote 8 ». Il n'a pas dit « c'est elle qui l'a cherché ». Il n'a pas essayé de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, ni sur les circonstances, ni sur l'alcool, ni sur le hasard. Le jeune homme de 18 ans a regardé l'enquêteur et a prononcé d'une voix posée « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Il est important de comprendre que ce n'était pas une ruse, ni une tentative de gagner du temps ou de brouiller le cours de l'enquête. Il répondait à tout avec précision et dans l'ordre, où exactement il se trouvait, ce qu'il tenait à la main, combien de fois il avait frappé et où. Mais quand la conversation arrivait au « pourquoi », il s'arrêtait. Pas comme quelqu'un qui cache quelque chose et craint de se trahir par un mot de trop. Comme quelqu'un qui cherche en lui-même et ne trouve rien. L'enquête a consigné officiellement « le mobile n'a pas été établi d'après les déclarations du suspect ». Et c'est une rareté. Dans la plupart des affaires similaires, le mobile est évident dès les premières minutes. Ici, rien. Un vide à la place de la cause. Et ce vide n'est pas un détail en marge, ni une difficulté technique passagère de l'enquête. C'est la question centrale de toute l'investigation. Parce que lorsqu'un individu commet ce qu'il a commis et que lui-même ne peut pas expliquer pourquoi, cela effraie bien plus que n'importe quel mobile compréhensible. Toute cette vidéo est une tentative de trouver la réponse que l'enquêteur lui-même n'a pas pu obtenir. Mais pour chercher, il faut d'abord comprendre qui était Sonia et ce qui s'est passé dans le bourg de Kèze. Kèze est un bourg de type urbain au nord de l'Oudmourtie. Sa population dépasse à peine les 10 000 habitants. Une rue principale, quelques écoles, une gare ferroviaire qui est le principal employeur de toute la zone. Tout cela forme le portrait typique de ce genre d'endroit. Ici, tout le monde se connaît, pas seulement par le prénom, mais par la famille, le fils de qui, la fille de qui est ami avec qui habite où et ce qui se passe derrière la porte du voisin. Et les nouvelles circulent ici plus vite qu'Internet, par-dessus les clôtures, dans les cages d'escalier, aux caisses du supermarché Manite du coin. La nuit du 14 au 15 mars 2026, un vendredi, le froid de mars, les rues désertes. Probablement la lumière dans la plupart des fenêtres était déjà éteinte. Un bourg ouvrier se couche au rythme du réveil, sans promenade nocturne superflue. Mais dans une maison, la lumière ne s'éteignait pas. Une mère attendait. Sonia n'était pas rentrée pour la nuit. Son téléphone restait muet. Pour une grande ville, l'inquiétude classique des années adolescentes. Presque la norme du week-end. Pour Kèze, c'est un signal d'un tout autre ordre. Ici, il n'y a nulle part où disparaître. Pas de boîte de nuit. Pas d'établissement ouvert 24 heures. Pas d'endroit où l'on peut se retrouver avec des inconnus. Si quelqu'un n'est pas chez lui après minuit, c'est que quelque chose s'est passé. Et la mère l'a compris immédiatement. Elle a probablement d'abord appelé les amis, les proches, les voisins, tous ceux qu'elle connaissait. Puis elle a composé le numéro qu'on compose en dernier dans ce genre de bourg. La police. Ceux qui connaissaient Sonia la décrivaient tous de la même façon. Positive, ouverte et avec du caractère. Ni effacée, ni renfermée. De celles qui font le premier pas pour aller se présenter. À l'école, elle avait une réputation bien établie. Elle savait se défendre.
ni bagarreuse, ni délinquante, simplement une personne qu'on n'intimidait pas, qui ne se taisait pas là où d'autres se seraient tus, et seraient passés leur chemin. Courageuse, c'est le mot que répétaient tous ceux qui parlaient d'elle. Elle avait beaucoup d'amis. Pas un petit groupe de 2 ou 3 personnes, mais un large cercle. On la connaissait, on l'aimait, on voulait passer du temps avec elle. Sa famille, sa mère, sa sœur aînée, son frère, son oncle, Artem Likomtsev, qui racontera plus tard à l'enquête sa propre version des faits. Cette version s'avérera cruciale pour la compréhension de l'ensemble du tableau. Une famille ordinaire, de bourg, solide. Sonia n'était pas une adolescente difficile, elle ne fuguait pas, ne se retrouvait pas dans des histoires. Tout ce que l'on sait d'elle dessine le portrait d'une vie normale, saine et heureuse. Dans ces bourgs, 13 ans, c'est l'âge où le monde semble compréhensible et sûr, surtout dans un endroit où tout le monde se connaît. Il y avait cependant quelque chose que seuls les plus proches savaient, une circonstance que la famille gardait à l'esprit et dont on ne parlait pas à voix haute devant les étrangers. Et c'est précisément cette circonstance qui jouera un rôle important. Depuis sa naissance, Sonia vivait avec une malformation cardiaque, un diagnostic si grave qu'on lui avait posé des valves artificielles, des opérations, un suivi médical permanent, des restrictions dont la plupart de ses camarades n'avaient aucune idée. Mais ceux qui la voyaient chaque jour, qui étaient à ses côtés, disaient tous la même chose, ça ne se voyait pas sur elle. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort, ne se cachait pas derrière son diagnostic, ne restait pas chez elle au calme. Elle vivait comme s'il n'y avait aucune malformation, pleinement, à plein volume. Elle courait, se faisait des amis, riait, ne restait jamais en retrait par rapport à ses camarades. Elle rêvait de devenir vétérinaire ou médecin, elle n'avait pas encore tranché définitivement sur l'orientation, mais elle sentait la direction. Elle aimait les animaux, pas de manière abstraite, mais concrètement. Chez elle vivaient un chat, une chatte, un lapin, un cochon d'Inde, des hamsters, un véritable zoo dans un appartement de bourg. C'est très probablement sa propre expérience avec les médecins qui l'avait poussée vers ce rêve. Elle savait de l'intérieur ce que c'est quand ta vie dépend des mains et des décisions des autres. Ce que c'est que d'attendre de l'aide. Et il faut le souligner, ce cœur, qui selon tous les pronostics médicaux pouvait lâcher à tout moment, tenait bon, et Sonia avait survécu aux opérations, survécu à tout ce qui, statistiquement, aurait pu l'arrêter. Elle avait mis en doute les pronostics des médecins et continuait à vivre comme si elle avait encore beaucoup de temps et de projets devant elle. Mais ce n'est pas le cœur qui l'a arrêtée. La mère a appelé la police dans la nuit même. L'officier de permanence a enregistré la déclaration. Disparition d'une mineure. Dans un bourg de 10 000 habitants, ce genre d'appel est rare et on le traite ici différemment que dans une métropole où c'est la routine d'une permanence de nuit. La machine s'est mise en marche rapidement, le comité d'enquête a été mobilisé, le ministère de l'Intérieur également, les groupes de recherche se sont formés sans délai, les premières heures se sont probablement déroulées selon le protocole standard. Interrogatoire du cercle proche, vérification des derniers appels et messages sur le téléphone, recherche à partir du dernier lieu connu. Dans un petit bourg, chercher est plus facile qu'on ne le pense de l'extérieur. Il y a moins de caméras ici, mais bien plus de regards. Quelqu'un a vu, quelqu'un a entendu, quelqu'un sait exactement où elle est allée le soir et avec qui elle a parlé. Les enquêteurs ont travaillé toute la nuit et ils ont trouvé rapidement. On comptait en heures, pas en jours. C'est un détail important qu'il ne faut pas négliger. Dans la plupart des cas similaires, les recherches s'étirent sur des jours, des semaines, des mois. Les gens attendent, espèrent, gardent un espoir aussi longtemps que possible. Ici, ce ne fut pas le cas. Ce qu'on cherchait a été découvert dans le périmètre du bourg. Pas en périphérie, pas dans un bâtiment abandonné, pas dans un bois le long de la voie ferrée. Et le lieu où l'on a retrouvé Sonia a immédiatement changé toute la perspective, parce qu'il indiquait non seulement qui avait fait cela, mais aussi un autre participant. Un immeuble d'habitation ordinaire, un plan standard, des cloisons fines à travers lesquelles, dans le silence de la nuit, on entend tout ce qui se passe chez les voisins. L'appartement appartenait au jeune homme de 18 ans. C'est précisément là que, dans la nuit du 14 mars, cette tragédie s'est produite. Comme l'enquête l'établira par la suite, plusieurs coups portés avec un objet tranchant au niveau du cou et du torse. Pas un seul coup dans un état d'emportement instantané, mais plusieurs,
et de manière délibérée. Et au moment des faits, le jeune homme de 18 ans se trouvait en état d'ébriété. Ce n'est pas une supposition, mais le résultat d'une expertise. En état d'ébriété, armé, dans son propre appartement, tard dans la nuit. La question qui se pose en premier et qui résonne le plus fort. Sonia est-elle venue ici de son propre gré? L'a-t-on amenée d'une manière ou d'une autre? Savait-elle où elle allait et chez qui exactement? L'enquête a reconstitué les réponses à cette question minute par minute, en interrogeant tous ceux qui avaient pu voir ou entendre quelque chose. Mais un détail a été connu presque immédiatement, et ce détail a bouleversé toute la perspective. Dans l'appartement de la rue Pouchkine, cette nuit-là, ils n'étaient pas deux. Ils étaient trois, et la troisième personne n'était pas un témoin fortuit qui se trouvait au mauvais endroit. Son rôle dans ce qui s'est passé, l'enquête devra l'établir séparément. Dans cet appartement se trouvait la petite amie du jeune homme de 18 ans, âgé de 16 ans. Pas dans la pièce d'à côté, pas derrière une porte fermée, pas dans le couloir, à côté, dans la même pièce, et elle voyait ce qui se passait. Elle voyait l'arme, Sonia, chaque geste, du début à la fin. Et elle n'a rien fait. Elle n'a pas crié, n'a pas essayé d'intervenir, n'a pas couru hors de l'appartement, n'a pas utilisé son téléphone, n'a pas appelé les voisins. 16 ans, un âge où l'on comprend parfaitement la différence entre une bagarre et ce qui se passait dans cette pièce cette nuit-là. Elle comprenait tout. Et elle est restée. L'enquête le consignera officiellement. Était présente, n'est pas intervenue. Ces deux mots, juridiquement secs, humainement insoutenables, parce que « était présente » signifie qu'elle a entendu chaque son dans cet appartement, dans ce silence, et « quote 15 » signifie qu'elle a pris une décision. Consciente ou sous l'effet de la peur, c'est ce que l'enquête devra déterminer au cours de ses travaux ultérieurs. Mais le fait lui-même reste inchangé. Elle était à côté de Sonia au moment où celle-ci pouvait encore être sauvée, et elle n'a pas fait un seul geste dans cette direction. Et il est important de ne pas se précipiter dans les jugements, parce qu'entre quote 16 et quote 17, il y a une différence considérable, et c'est précisément cette frontière que l'enquête devra établir. Cependant, le plus accablant dans cette histoire n'est pas ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle a fait après. Sonia et la jeune fille de 16 ans avaient été amies autrefois, pas simplement des connaissances par le bourg, mais véritablement amies. Elles passaient du temps ensemble, se parlaient et faisaient partie du même cercle. Et l'écart de 3 ans, dans le monde adolescent, se ressent fortement, mais dans un petit bourg au cercle social limité, on se lie d'amitié non pas par tranche d'âge, mais par affinité et proximité de quartier. Environ 6 mois avant cette nuit-là, la communication avait cessé. Pas de dispute, pas de scandale, pas de rupture bruyante. Elles avaient simplement arrêté. Sonia s'était éloignée discrètement, sans explication, par le cercle extérieur. La raison fut connue plus tard par les récits des proches. La famille de Sonia savait quelque chose sur la jeune fille de 16 ans, quelque chose que les gens à l'école et dans le quartier ignoraient, suffisamment pour dire franchement et sans détour « reste loin d'elle ». Ce n'était pas un conseil parental abstrait du type « quote 18 ». C'était un avertissement concret, fondé sur des faits précis que la famille connaissait personnellement. Sonia avait écouté. 6 mois sans appel, sans rencontre, sans soirées ensemble. Une rupture nette. Une décision consciente qu'elle maintenait avec constance. Et pendant 6 mois, elle avait vécu sa vie. L'école, les amis, les animaux, les rêves de futures professions. Et puis est arrivée la nuit du 14 mars et Sonia s'est retrouvée dans l'appartement où se trouvaient 2 personnes. Le jeune homme de 18 ans et celle avec qui on lui avait conseillé de ne plus avoir de contact. Ce qui s'est exactement passé entre 6 mois de silence et cette rencontre est l'un des points clés de toute l'enquête. La jeune fille de 16 ans avait des antécédents à la police. De notoriété publique, ce n'est ni un secret ni une rumeur. Le policier de secteur le savait, les voisins le savaient, les parents de ses camarades de classe le savaient. À Kèze, ce genre de choses ne se cache pas. C'est précisément pour cela que les proches de Sonia l'avaient avertie non pas de manière abstraite, mais en connaissance de l'histoire précise de cette famille et de cet ami en particulier. Des antécédents, ce n'est pas un casier judiciaire ni une peine, mais c'est un signal qui, dans un petit bourg, se lit instantanément. Cela signifie que quelqu'un ne suit pas le chemin habituel et tout le monde le sait. Sonia, ayant entendu l'avertissement, avait obéi. Et c'est important à comprendre car elle n'était pas une rebelle, elle n'ignorait pas sa famille.
Elle avait pris une décision et s'y tenait avec constance. Mais dans la nuit du 14 mars, quelque chose a changé. Quelqu'un l'a appelée ou l'a fait appeler par un intermédiaire. Et Sonia, qui pendant 6 mois avait méthodiquement évité tout contact avec la jeune fille de 16 ans, s'est rendue dans l'appartement du jeune homme de 18 ans. De son plein gré, sans raison valable, elle ne serait pas venue. Cela contredit tout. Donc, il y avait soit un prétexte, soit une tromperie. Et la différence entre ces deux options est fondamentale, et c'est précisément ce que l'enquête cherche à établir. Après ce qui s'est passé dans l'appartement, la jeune fille de 16 ans n'a pas appelé les secours, n'a pas composé le numéro de la police, n'a pas couru chez les voisins. Elle n'a rien fait de ce qu'une personne fait sous le coup de la panique et du choc. Elle est restée et a commencé à nettoyer. Avec le jeune homme, ils ont essuyé les traces au sol, méthodiquement, en silence, probablement dans un silence complet, si l'on accepte le bruit d'un chiffon mouillé. Puis ils ont enveloppé Sonia dans une housse de couette, du linge provenant de la même armoire, du même appartement. Une simple housse de couette qui, le matin même, aurait pu sécher sur le balcon comme si de rien n'était. Ensuite, ils l'ont transportée. Ils ne l'ont pas laissée dans l'appartement, ne l'ont pas sortie dans la rue à la vue de tous. Ils l'ont transportée dans un garage, mais pas un garage quelconque. Dans le garage de la mère de la jeune fille de 16 ans. Voilà le détail qui change tout. Elle n'a pas simplement aidé à effacer les traces, elle a utilisé sa propre famille comme cachette pour ce qui s'était passé. Sa mère, très probablement sans rien savoir de ce qui se passait, est devenue malgré elle un maillon de la chaîne. Le garage, dont la fille avait la clé, est devenu le dernier point du parcours. Elle a 16 ans. 1 an plus tôt, elle passait du temps avec Sonia dans le même bourg, dans la même bande, dans les mêmes rues, et elle a enveloppé et caché ce qui restait d'elle. Voilà ce que signifie réellement « n'est pas intervenu » dans cette histoire. Le nom du jeune homme de 18 ans n'est pas rendu public. L'enquête a classé cette information. On sait peu de choses. Un habitant de Kèze, pas un étranger ni un individu de passage. Il a grandi ici, fréquenté les mêmes écoles, arpenté les mêmes rues, et on le connaissait comme on connaît tout le monde dans un bourg de 10 000 habitants. Il avait une caractéristique officielle, enclin au comportement antisocial. Et il est important de comprendre qu'une telle qualification ne s'obtient pas à partir d'un seul incident et n'apparaît pas soudainement. Elle s'accumule progressivement, à partir des bulletins scolaires, des rapports du policier de secteur, des plaintes des voisins, des incidents mineurs. Et 18 ans, c'est formellement un adulte, mais en réalité, une personne qui vient à peine de sortir de l'adolescence et qui possède déjà un profil avec lequel aucun employeur ne l'embauchera. Pas un casier judiciaire, mais un profil. C'est cette zone grise où beaucoup se perdent. Pas encore un délinquant sur le papier, mais déjà depuis longtemps un habitant pas tout à fait ordinaire avec une vie ordinaire. Et le système le voyait, le notait, cochait les cases, mais ne l'a pas arrêté. Jusqu'au 14 mars, il n'était qu'une ligne dans le rapport du policier de secteur, dérangeant mais habituel, l'un parmi tant d'autres. À partir de ce moment, il est devenu le principal mis en cause d'une affaire pénale qui a dépassé les frontières de Kèze. Le 16 mars, 2 jours après les faits, il a été officiellement mis en examen. L'affaire a été transférée au tribunal de Balésino, le plus proche tribunal de district, parce qu'à Kèze même il n'y a pas de tribunal, et qu'il se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres par les routes de l'Oudmourti. L'audience s'est tenue rapidement. Le tribunal a ordonné la détention provisoire jusqu'au 14 mai 2026, 2 mois en maison d'arrêt jusqu'à la prochaine audience. Aucune possibilité d'en sortir avant cette décision. Les motifs de l'arrestation sont classiques, mais l'un d'entre eux se distingue particulièrement. L'enquête a explicitement indiqué que le suspect pourrait exercer des pressions sur les témoins, pas en théorie. Concrètement, il faut comprendre l'échelle. Dans un bourg où tout le monde vit dans un rayon de quelques rues, les témoins sont les voisins, les connaissances, les anciens camarades de classe, les parents à 2 poignées de main. La pression ici ne nécessite pas de menace. Un regard au supermarché suffit. Un mot transmis par des connaissances communes. Une simple présence dans la même rue au bon moment. Le tribunal en a tenu compte et a pris la seule décision possible. Les faits s'enchaînaient de manière évidente. Il y avait les aveux, l'arme, le lieu. La machine judiciaire fonctionnait rapidement et sans accroc dans ce type d'affaires. Mais un élément manquait toujours, le mobile.
L'enquête continuait de chercher la cause et l'accusé répétait la même chose à chaque interrogatoire, cote 21. Le tableau ne changeait pas. Le jeune homme de 18 ans ne revenait pas sur ses déclarations, ne changeait pas de version, n'essayait pas d'adoucir ce qui avait déjà été dit. Oui, il était en état d'ébriété, il a pris une arme, il a frappé. Non, il ne peut pas l'expliquer. Il ne rejetait pas la responsabilité, ne disait pas quote 22. Aucune tentative de construire une justification. Les enquêteurs ont essayé différentes approches, chronologiques, émotionnelles, détaillées. Ils lui ont demandé de reconstituer la soirée minute par minute, ont cherché à savoir ce qu'il avait bu, avec qui il avait bu. Quand Sonia était arrivée, de quoi ils avaient parlé, s'il y avait eu un conflit, un prétexte, une tension, il répondait à tout, sauf à l'essentiel. Le moment où sa main s'est dirigée vers l'arme restait un vide, pas un trou de mémoire et pas une simulation d'amnésie. Les enquêteurs savent très bien distinguer l'un de l'autre. Il est fort probable qu'il ne comprenne pas lui-même ce qui a fait basculer son état. On est assis, on discute, et puis ce qui s'est passé ensuite. L'enquête a noté que l'alcool supprime les freins, mais ne crée pas une intention à partir de rien. Quelque chose a dû déclencher l'enchaînement. Un mot, un geste, un regard, un mouvement. Et s'il ne le sait pas lui-même, peut-être que la réponse la connaît celle qui était à côté dans la pièce. Elle, la version la plus simple et la première que l'enquête a envisagée. L'alcool combiné à une tendance au comportement antisocial documenté de longue date. Il a bu, a perdu le contrôle, a saisi une arme. Un accès de violence sans plan préalable, sans préméditation, sans objectif précis. Cela explique beaucoup de choses. L'absence de tentative de fuir avant l'arrivée de la police, la disposition à avouer dans les premières heures. Les personnes qui planifient à l'avance n'avouent généralement pas immédiatement et sans résistance. Les personnes submergées par une rage en état d'ébriété ne croient souvent pas elles-mêmes à ce qu'elles ont fait et ne comprennent pas comment c'est possible. Cette version est recevable, mais elle a un point faible qu'on ne peut combler par rien. Elle n'explique pas pourquoi Sonia se trouvait dans cet appartement. Si c'est un accès spontané, alors Sonia est venue volontairement, de son plein gré, chez un homme dont elle avait cessé de fréquenter la petite amie. Elle est venue la nuit chez un jeune homme de 18 ans que le bourg ne connaissait pas sous son meilleur jour. Cela ne cadre pas avec le tableau d'ensemble. Elle n'était pas naïve et ne se laissait mener par personne au gré d'impulsions aléatoires. Pendant 6 mois, elle avait maintenu la distance, consciemment, sans rechute et sans raison de regretter sa décision. Et soudain, elle est venue d'elle-même, un vendredi soir, chez des gens de cette réputation. Cela signifie qu'on l'a appelée. Mais qui, comment et pourquoi, voilà la question qui mène à la version suivante. Artem Likomtsev, l'oncle de Sonia, a raconté à l'enquête sa version des faits. Selon lui, la jeune fille de 16 ans a attiré Sonia par la ruse. Elle avait imaginé un prétexte, probablement quelque chose comme quote 23 ou quote 24. Pour Sonia, qui avait maintenu cette distance pendant 6 mois, cela aurait été le seul motif valable pour venir. Une réconciliation, une conversation, un point final à cette histoire. Pas une fête, pas une rencontre fortuite, pas la rue, mais une invitation personnelle et précise de la part d'une ancienne amie qui demandait à se voir. Sonia était courageuse. Elle n'avait pas peur des gens, elle n'avait pas peur des conversations, elle n'avait pas peur de mettre les choses au clair quand elle le jugeait nécessaire. Elle s'est probablement dit « ce n'est rien de grave, j'y vais, on parle, on s'explique ». C'est précisément ce courage qui, cette fois-là, est devenu une vulnérabilité. Une personne prudente aurait refusé sans hésiter. Une personne anxieuse aurait rappelé sa mère pour demander conseil. Sonia y est allée parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir peur. La version de l'oncle n'a pas été officiellement confirmée par l'enquête. Elle reste la version d'un proche parent, mais elle a une logique qu'on ne peut pas simplement écarter. 6 mois de silence, puis une rencontre soudaine. Quelqu'un a dû tendre la main en premier et initier le contact. Et si c'est l'ami qui l'a fait, alors se pose une question qui change toute la configuration de l'affaire. Savait-elle à l'avance comment cela allait se terminer? Ou a-t-elle simplement invité Sonia et ce qui s'est produit l'a-t-il prise au dépourvu? La jeune fille de 16 ans continue de marcher dans les mêmes rues. Et l'enquête la poursuit sur un seul chef, Russell. Elle était présente lors de ce qui s'est passé dans l'appartement. Elle a nettoyé les traces, a aidé à envelopper et à transporter.
Elle a fourni le garage de sa propre mère comme lieu de dissimulation. Et pour tout cela, elle est poursuivie pour recel. Il faut noter que la peine maximale encourue sur ce chef est de 2 ans. Et 2 ans pour ce qu'elle a fait cette nuit-là méthodiquement, étape par étape. C'est là qu'apparaît une rupture que ressent quiconque se penche sur cette affaire. Ces actes ne relèvent pas du silence passif ni de l'inaction due à la peur et à la confusion. C'est une participation active à la dissimulation, séquentielle, en plusieurs étapes, nécessitant des efforts physiques concrets. Et pourtant, l'enquête n'envisage pas pour l'instant son rôle au-delà de cela. Soit il n'y a effectivement pas de fondement, soit les preuves sont insuffisantes pour une qualification plus lourde. La qualification peut changer à tout moment, et dans la pratique de ce type d'affaires, cela arrive. Mais pour l'instant, elle marche dans les mêmes rues de Kez, passe devant la maison de Sonia, devant l'école où tout le monde les connaissait toutes les deux. Le chef de la direction du comité d'enquête de l'Oudmourti, Anatoly Tougouchev, a pris l'affaire sous son contrôle personnel. Ce n'est pas une décision ordinaire. Le responsable de l'appareil d'enquête régional supervise personnellement le déroulement de l'investigation. Chaque rapport passe par lui, sur son bureau. Chaque décision procédurale est sous son regard direct. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Alexandre Bastrykine, le chef du comité d'enquête de tout le pays, a exigé un rapport sur cette affaire. Un bourg au nord de l'Oudmourti, et on en rend compte au premier responsable de l'organe fédéral d'enquête du pays. C'est une dimension qui en dit long. Soit l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît en surface, soit le retentissement public a atteint un niveau qu'il est impossible d'ignorer et de faire comme si tout suivait son cours normal, soit les deux à la fois. Quand Bastrykine demande un rapport, c'est un signal pour toute la hiérarchie. Il ne doit y avoir aucune erreur. Chaque expertise est sous contrôle, chaque interrogatoire suit le protocole, chaque décision procédurale est motivée. La pression d'en haut ne garantit pas la justice, c'est important de le comprendre. À Kez, personne ne dormait. La nouvelle s'est répandue dans les premières 24 heures, pas par les médias officiels, ni par les chaînes Telegram, mais par les gens. Le bouche à oreille, dans un bourg de 10 000 habitants, fonctionne instantanément et sans défaillance. Au matin du 15 mars, tout le monde savait. Ce qui s'était passé, avec qui, et où se trouvait exactement le garage où tout avait été transporté. Sous l'hommage à Sonia sur les réseaux sociaux, des centaines de commentaires. Pas de la part d'inconnus sur Internet, mais de personnes qui la connaissaient personnellement. Des camarades de classe, des voisins, des parents, des amis, des enseignants qui la voyaient chaque semaine. Et un commentaire sur 2 disait « cote 25, cote 26, cote 27 ». Mais ils ne connaissaient pas que Sonia. Ils connaissaient aussi le jeune homme de 18 ans, sa famille, son histoire, sa réputation dans le bourg. Ils connaissaient la jeune fille de 16 ans, ses antécédents et sa bande. Et ils connaissaient sa mère, dont le garage était devenu le dernier point du parcours. Dans une grande ville, un tel drame reste lointain. Les victimes, les suspects, les témoins existent comme des noms dans un procès-verbal, comme des destins étrangers sur un écran de journal télévisé. Ici, chaque visage est familier. Sonia, c'est la fille des voisins. Celui qui a fait ça, c'est le gars de l'immeuble d'en face. Celle qui a aidé à dissimuler, c'est l'ancienne amie. Tout au long de cette vidéo, nous avons cherché la réponse à la question quote 28. Elle n'a jamais été prononcée. Ni lors des interrogatoires, ni au tribunal, ni dans les documents officiels. Il est temps de regarder la vérité en face. Nous savons tout, sauf l'essentiel. Nous savons qui. Un jeune homme de 18 ans de Kez avec une tendance au comportement antisocial. Nous savons où. L'appartement. Nous savons comment. Plusieurs coups et une ancienne amie qui, méthodiquement, étape par étape, a effacé les traces. Nous savons quand. Le 14 mars. Nous ne savons pas pourquoi, et la version de l'accès en état d'ébriété n'explique pas comment Sonia s'est retrouvée dans cet appartement. La version de l'attirance par la ruse n'est pas confirmée par l'enquête. Lui-même dit « quote 29 ». Et peut-être que c'est la vérité. Peut-être que le mobile n'existe pas, non pas dans le sens où il est caché ou pas encore découvert par l'enquête, mais dans le sens où il n'a tout simplement jamais existé. Pas de cause, pas de plan, pas d'objectif, une nuit arrosée, une arme dans la cuisine et un individu à qui une seule impulsion a suffi. C'est plus effrayant que n'importe quel mobile, parce qu'un mobile, on peut s'en protéger, on peut le prévoir, on peut l'éviter, mais pas le hasard.
Non. Ce qui fait le plus peur ici, ce n'est pas le fait lui-même, mais le fait que personne ne sait pourquoi. Sofia Likomtseva, 19 septembre 2012 à 14 mars 2026, rêvait de soigner les animaux, savait se défendre, n'avait peur de rien, et elle avait 13 ans. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like. À bientôt.